Est-ce que, juste pour voir qui est des développeurs dans la salle et qui du coup est intéressé en tant que développeur et qui n'est pas développeur et est intéressé aussi. Si vous êtes développeur, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, on est entre copains, c'est cool. Du coup, le talk est un petit peu vulgarisé pour les non-développeurs quand même. On a essayé de faire en sorte que ce soit un peu plus accessible. Je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Damien et je suis le fondateur de jechercheundev.fr. Et notre mission, c'est de changer la vie des développeurs en leur trouvant un job de rêve. Simplement, les développeurs viennent vers nous et on écoute avec eux et on essaie de comprendre avec eux c'est quoi leur job de rêve. Et du coup de l'autre côté, on a une certaine quantité de clients et d'entreprises finales ou d'entreprises pas finales qui peuvent se révéler être leur job de rêve. Est-ce que c'est cool? Super. Tac tac tac. Je voulais remercier avant les gens qui ont préparé cette conf à la base pour Devox. J'ai retravaillé beaucoup de contenu parce que j'avais des opinions un peu différentes et des sensibilités différentes sur certains sujets. Mais du coup, il y a Cyril Lacache et Romain Linsalois qui ont inventé le nom de la conférence notamment, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, c'était cool. Si vous voulez tweeter, ils seront contents. Pourquoi on a fait cette présentation? Avant tout, en fait, l'affinité, ça reste le recrutement. La raison numéro un pour laquelle aujourd'hui une entreprise a du mal à recruter des développeurs, c'est parce qu'elle est assez mauvaise en termes d'écosystème. Il y a des animations là-dessus. Et globalement, c'est ça. Il n'y a pas que les startups et les GAFA, toutes les entreprises peuvent s'y mettre. Il n'y a pas de culture startup. Globalement, c'est un peu plus vague que ça. Il y a aussi simplement parce que dans un... Donc ça, c'est le framework qui a été proposé par Techstars. Et le monsieur derrière s'appelle Mark Nager, c'est le fondateur de Startup Weekend. Et après des années d'expérience sur le sujet, on a exposé ça à un écosystème. On peut l'évaluer selon 5 critères. C'est avant tout l'accès au talent. Est-ce qu'il y a des gens fantastiques dans votre écosystème qui vont vous permettre de construire des boîtes fantastiques et est-ce que vous y avez accès facilement? La densité, est-ce que les gens sont au même endroit? Donc par exemple, un événement comme le Web Today aujourd'hui, ça apporte énormément de densité, il y a des gens qui se croisent. Il y a la culture qui est là aussi, c'est-à-dire que les gens ont une certaine vibrance et on s'entrechoque et on se propose des idées, etc. Quand on pitch une idée à quelqu'un qu'on croise là, on se dit qu'on va faire des choses ensemble. C'est la densité et la culture qui amène le fait que les gens se disent qu'on va être assez fou pour faire cette aventure et créer une boîte énorme ensemble. L'accès au capital, est-ce qu'on arrive à avoir le capital nécessaire pour créer des entreprises? Et le contexte régulatoire, est-ce qu'il y a des obstacles ou pas? Est-ce que ça le facilite? Ça, c'est vraiment le cinquième point. Le soleil n'est pas un détail. L'accès au talent est vraiment assez important et c'est... en France, on a la réputation d'avoir un talent qui est très accessible. Et pourtant, il y a un symptôme, moi, qui me touche beaucoup, c'est le délai congé. C'est-à-dire que c'est le préavis que vous avez quand vous posez une démission. Il est de 3 mois en général pour les développeurs et ça, c'est dans la convention Syntec. La convention Syntec, elle n'a pas été écrite par des startups, hein, elle a été écrite par des grands groupes, pour pas citer Capgemini, Atos et Sopra. Et elle n'a pas été écrite pour que les développeurs ils soient super contents à la fin de la journée, hein. Elle a été écrite pour que vous ne barriez pas de vos boîtes, pour pas aller dans une meilleure boîte à un moment. Et ça, c'est un problème pour l'accès au talent. On a un recruteur américain, par exemple. Lui, il a l'habitude de travailler avec des gens qui ont un préavis de démission de 2 semaines. Ça veut dire que les gens qui bossent pour lui, dans 2 semaines, ils seront peut-être partis. Donc il me dit, c'est normal, du coup, je dois me faire chier à ce que les gens ils aient du succès, ils soient contents, ils soient heureux dans ma boîte, pour être sûr qu'ils se barrent pas dans les 2 semaines qui viennent. Et je pense que c'est assez vertueux de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin d'en prendre mon souffle. Si vous avez C'est un talk interactif, si vous avez des remarques à faire, c'est assez cool. Hein? Ouais, dis-moi tout. Ouais, le délai congé n'est pas symétrique en fait, hein, donc sur un licenciement, tu as 1 mois, effectivement. Mais effectivement, en fait, on a l'impression que ce préavis-là, il est là pour nous protéger, il nous apporte de la sécurité, mais globalement, on le met que sur des cadres parce que c'est des hommes clés et il n'est pas symétrique, donc il t'apporte aucune sécurité de l'emploi. C'était ça ta remarque? Oh là, ouais, il marche. Ouais, plus près, ok, merci. Ouais, je répétais ma question parce que Ouais. je pense que tout le monde n'a pas pu entendre. Ouais, je disais que ce que tu dis, c'est très vrai dans le sens où nous, quand nous on veut partir, effectivement, on est un peu bloqué, mais si on se fait virer, c'est cool aussi d'avoir 3 mois de carence.
pour essayer de se retourner. Alors tu disais que c'était pas le cas, c'était pas symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je me fais virer, je suis viré du jour au lendemain? Le délai de congé, il s'applique sur la résiliation du contrat de travail. Ouais. Donc c'est pas sur le licenciement, il s'applique sur une rupture conventionnelle ou sur une démission. D'accord, ok. Donc effectivement, en fait, si c'était symétrique, ce serait intéressant, mais en fait, ça l'est pas. Mais je comprends. Ok, d'accord. Et justement, en fait, ce serait intéressant que tu vois, les gens aujourd'hui, quand on signe des contrats, on lit pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est con, mais ce genre de questions, on devrait se poser. Tu vois, un employeur qui te présente un contrat de travail dans lequel il y a marqué si toi tu veux te barrer, tu dois me prévenir 3 mois avant, et si moi je veux me débarrasser de toi, je te préviens un mois à l'avance. Ça devrait nous choquer en fait. Et pourtant, on a signé le contrat de travail, il y a ça écrit. Ouais, c'est un détail illustratif dans l'ensemble. Pour moi, c'est plus un symptôme qu'une cause ou un problème. Je voulais illustrer ça. Pour illustrer encore les choses, on a fait un podcast à Lille qui s'appelle le Lillecast, et le premier sujet, c'était le mercato des développeurs. Et on s'est amusé à poser des questions aux gens qui nous écoutent pas encore, parce que c'était le premier épisode, et on a eu une cinquantaine de réponses. L'échantillon est clairement pas représentatif, mais les réponses sont très significatives, et font écho aux études de Stack Overflow sur le même sujet. Donc je voulais vous en parler un petit peu rapidement. On leur a demandé si le salaire... donc ça, c'est le questionnaire auquel ont répondu des gens qui ont quitté leur job dans les 2 dernières années. Et c'est assez intéressant de voir que le salaire n'est pas un facteur pour tout le monde. Et quand c'est un facteur pour les gens, on est plutôt sur 7 sur 10, c'est pas forcément un truc énorme. Et il y a clairement des gens qui n'en ont rien à faire. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que pour les entreprises qui veulent faire la rétention, payer les développeurs bien, ça suffit pas, quoi. En vrai, si notre job il nous plaît pas, on a beau être bien payé, on se barrera quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Cool. Est-ce que les missions ont joué sur la décision? Vous voyez là, les gens sont quand même relativement plus catégoriques. Si je fais un truc utile dans la vie, je suis plutôt heureux. La mission des développeurs fait le plus l'unanimité. Est-ce que tu étais heureux dans ton poste précédent? Donc là, on est que sur des mecs qui se sont barrés. Et c'est assez... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très étalé. Il y a quand même un gros paquet autour du 3 et un paquet autour du 7. Mais dans l'ensemble, c'est assez variable. Donc il y a quand même un truc qui nous dit qu'on va bouger à un moment, quoi. Et ça refait écho à ce que dit Stack Overflow. Ils ont fait une étude ciblée sur la France. Je suis sûr que vous avez répondu aux questions. On était assez nombreux à le faire. Il y avait une question qui demandait si on était plutôt chien et chat à la fin aussi. Donc, qui a marqué pas mal de gens. Et donc les développeurs français sont majoritairement chats, en fait. Et donc ils ont demandé aux développeurs de noter sur 5 leur job actuel. Et 5, c'était vraiment genre je suis heureux de me lever le matin pour aller travailler. Et en fait, on est que 26%, 28%, 60% à dire ça, en fait. C'est assez triste. Mais il y en a finalement, on n'est que très peu à dire qu'on est insatisfait. En fait, pour un marché qui est super tendu, où il est censé y avoir une pénurie, on est plutôt des gens pas contents de notre taf. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Ok, je vois la scepticisme. Ça veut dire quand même qu'il y a 70% des développeurs qui sont pas heureux d'aller au travail. Et Stack Overflow pose la question clairement, c'est qu'avez-vous fait, qu'avez-vous à offrir? Il pose la question au recruteur, qu'avez-vous à offrir pour les convaincre? Et c'est une vraie question. Alors ça, c'était la dernière question du Lillecast, du sondage qu'on a fait avec le Lillecast, qui était vraiment intéressant. Est-ce que si les mêmes symptômes venaient à réapparaître dans l'entreprise où vous venez d'embaucher, est-ce que vous repartiriez? Et clairement, c'était relativement unanime. En général, les développeurs nous les développeurs, nous donnons en général 9 mois, 1 an à un taf. Et si ça marche pas, on essaie de lui donner une chance, mais si ça marche pas, on pousse pas, quoi. Et c'est pour moi, ça illustre le fait que le point de retour soit déjà passé. Et on retrouve la même chose chez Stack Overflow. C'est-à-dire qu'en gros, 13,5%, c'est les gens qui sont actifs en recherche d'emploi maintenant. Il y en a 24,40% qui sont vraiment pas intéressés par des sollicitations. Mais il y en a quand même 60% qui sont ouverts à des opportunités. Bon, bien sûr, on en reçoit beaucoup trop et c'est souvent du spam absolument pas ciblé. Mais en vrai, il y a quand même 60% des devs qui sont dans leur taf et qui sont pas suffisamment pas contents pour partir, mais qui seraient bien chauds si on leur proposait un truc sympa. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette statistique? C'est cool. Et donc, on est ouvert à des propositions. Voilà. Ça veut dire que les devs aujourd'hui qui sont dans les boîtes, ils sont pas suffisamment heureux pour dire que non, ils n'ont pas envie de changer de boîte quand on leur propose. Ça, je trouve ça triste. Alors, on va tout de suite passer aux 10 méthodes. D'accord? La 7e va vous étonner, et je suis assez convaincu que la 7e va vous étonner. Le premier point, c'est, pour moi, ça va être sur l'apprentissage. Comment on fait pour avoir des perspectives de carrière, faire en sorte que les gens dans l'entreprise soient pas juste productifs. Il faut qu'on puisse voir un autre schéma de carrière que développeur, chef de projet, directeur de programme. On peut coder encore à 40 piges. Est-ce qu'il y a des gens vieux dans la salle? Cool. Est-ce que vous êtes heureux de coder alors que vous êtes vieux? Et vous avez fait comment du coup? Parce que les technos sur lesquels vous avez commencé, elles n'existent plus, non?
Non, mais c'est pas méchant, mais... Non, mais en vrai, c'est un vrai sujet. Non, par exemple, moi au début, j'ai fait du développement mobile, puis maintenant, ça me gave et je fais du React. Et ça veut dire que quand je fais du React, je suis un vrai junior, alors que quand je fais du développement mobile, j'étais plutôt un expert, quoi. Et en fait, dans votre cycle de vie d'apprentissage, vous allez vous poser cette question, genre, ok, ça fait 10 ans que je fais du Spring, mais enfin, il y a des trucs mieux dans la vie. Est-ce que je devrais pas arrêter de faire du Spring, par exemple? Et c'est plutôt une bonne question si vous la posez aujourd'hui. Ça marche avec d'autres technos, hein. Je peux citer du Symfony, du SharePoint. Je suis pas raciste, quoi. Et donc effectivement, il y a plein de perspectives de carrière. Est-ce que vous voulez vous enfoncer sur une techno? Est-ce que vous voulez prendre du leadership technique, donc faire en sorte que les autres développeurs autour de vous soient épanouis dans leur techno aussi? Est-ce que vous voulez faire l'architecture? Bon, l'architecture, ça me fait relativement marrer parce que je suis plutôt dans des startups et des petites boîtes, et donc les architectes, pour moi, c'est des gens qui sont dans des tours d'ivoire et qui râlent dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas et qui disent non, fais pas comme ça. Donc si vous avez une bonne vision du métier d'architecte, je suis assez intéressé. Est-ce que vous pouvez être multi-techno? C'est vrai, on nous dit toujours, oui, il faut que tu te spécialises et que tu deviennes le meilleur sur un domaine. Et c'est plutôt vrai, mais enfin, j'aime bien refaire du mobile de temps en temps. Je suis assez content de faire de l'iOS et de l'Android en parallèle sur des projets. Avoir un métier qui me permet d'être multi-techno, c'est chouette. Multimétier, est-ce que dans ma journée, je peux faire du code? Est-ce qu'on a besoin, comment dire, de faire du code 8 heures par jour pour se sentir développeur? Que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers? Est-ce que si je vous dis ouais, tu peux être Scrum Master à mi-temps, ou si tu peux faire d'autres choses, genre travailler dans la RH ou des choses comme ça, est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser ensemble? Cool. Le management, je ne sais plus pourquoi on a mis ça. La quête d'une expérience extraordinaire. En fait, c'est relativement important. C'est déjà de trouver des gens. En fait, comment dire? Par exemple, il y a un de nos clients à Lille, c'est une petite société de services qui fait du .NET principalement. Et les juniors qui veulent faire du .NET, on les envoie chez eux parce qu'ils sont super contents. La boîte a un turnover ridicule, du coup ils ont des mecs qui sont là depuis 10 ans et qui font du .NET. Et quand tu es junior, bosser avec un mec qui fait du .NET depuis 10 ans, c'est juste énorme comme valeur, quoi. Enfin, même sur Stack Overflow, tu ne retrouveras jamais ça, quoi. Et du coup, ils sont très contents d'aller dans ces boîtes-là. Et il faut trouver, en fait, ce qui va faire rêver et genre trouver un environnement, trouver en quoi l'environnement dans lequel vous allez envoyer la nouvelle recrue, en quoi cet environnement il va l'amener, le porter vers l'avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est cool, je vous sens sceptique sur celle-là. Donc il y a un moment, j'avais écrit un médium sur le sujet, genre apprendre notre métier. Et globalement, c'était vraiment l'idée de se remettre perpétuellement en question. Je veux dire, tous les matins, on apprend des choses, et si vous êtes vraiment devenu un expert sur une techno au point que vous apprenez plus rien, c'est vraiment le moment où on devrait changer de techno, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est cool. Et globalement, ouais, c'est ça. Globalement, il y a l'idée, on va revenir sur ce point-là après, il y a l'idée que si vous apprenez pas au quotidien, c'est probablement parce qu'on ne vous donne pas le temps et que votre employeur n'investit pas forcément dans ce que vous faites et dans votre personne. Mais ça, c'est la réponse qu'on donne aux employeurs, en fait, c'est que si tu prends pas le temps d'investir dans tes employés qui restent dans ta boîte, ça va être des points morts. Et ça marche sur les grands groupes, mais sur les petites boîtes, ça marche moins. Par exemple, ici, on peut aussi citer notre ami Hubert Sablonnière. Quand j'ai rencontré Hubert, il m'a dit oui, mais moi j'ai fait la même formation que toi, mais en vrai, le moment où j'ai appris, c'est quand je suis retourné dans la formation et pour donner des cours de web. Et je suis devenu un putain de crack excusez-moi. Je suis devenu un super crack sur le browser. J'ai vraiment tout compris dans le browser maintenant parce que mes étudiants ils me posaient des questions complètement cheloues. Et c'est pour ça, si vous avez moyen dans votre activité professionnelle ou dans votre activité extra-professionnelle de venir donner des conférences, d'animer des workshops ou de donner de la formation, c'est vraiment un moment où on va vraiment apprendre autant qu'on apprend aux gens. Et je tiens à vous y encourager aussi. Est-ce que c'est cool? Du coup, ce qui va avec, c'est le fait d'organiser son travail. Donc le premier point, c'est les feature teams. Ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de recommander, que vous soyez une petite boîte ou une grande boîte. Les feature teams, c'est des équipes durables, quoi. C'est une équipe où il y a un dev web, un dev mobile et un dev back-end, où il y a des compétences qui sont complémentaires et les gens sont vraiment focus sur le fait de faire quelque chose ensemble. On prend cette feature et on la chip, on le fait tous ensemble et on a toutes les ressources sous la main pour le faire. Si on n'a pas la ressource qu'il faut dans l'équipe, on va la chercher, on va apprendre. Mais on reste focus dessus, quoi. La pizza team, Tribuon feature team. Ouais, c'est assez intéressant du coup, en fait, vu qu'on a une feature team, il y aura peut-être qu'un seul développeur back-end et c'est important du coup de créer des liens transverses pour que ce développeur back-end puisse discuter avec d'autres développeurs back-end qui sont d'autres tribus, par exemple. Ça, c'est les tribus. Cool, les pizza teams.
La blague sur cette slide, c'est que si vous voulez avoir des... En fait, la phrase, c'est avoir des équipes que vous pouvez rassembler autour de 2 pizzas maximum. Mais augmenter la taille des pizzas ne permet pas d'augmenter la taille des équipes, en fait. C'est bien ça qui est important. C'est 6 à 10 personnes. Si globalement, quand vous êtes tous dans la même pièce, vous n'avez pas la place de parler parce qu'il y a des gens qui prennent trop d'espace, etc., l'équipe, elle est probablement trop grande, quoi. Le DevOps, c'est le point qui revient tout le temps. Casser les murs entre Dev et Ops. Globalement, ça revient à dire simplement que le mec qui a dev la feature, c'est lui qui est responsable de le mettre en prod et de le maintenir. Et c'est plutôt pratique. Et si vous êtes en feature team, ça vient assez naturellement. Mais si vous avez des murs entre les devs et les ops, il faut les casser tout de suite. Vous allez les voir. Tac, le temps. C'est vraiment le truc qui rebondit sur le point d'avant. C'est-à-dire que si on vous charge avec de la prod toute la semaine, si vous bossez de 9h à 21h avec juste une pause courte le midi parce que votre projet il est en rush, déjà quand votre projet sera vraiment en rush, il faudra bosser de 9h à 23h pour tenir le rush, et ça va être chiant, encore plus chiant que le 9h-21h. Mais surtout, si vous bossez systématiquement dans le rush et que vous êtes tout le temps chargé en prod, il n'y a aucun moment où vous pouvez faire de la veille efficacement. Je veux dire, on a vous allez, nous en tant que développeurs, on va rentrer dans une boîte, le mec vous pose des questions genre est-ce que tu vas bien ta veille, etc. Et puis derrière, ton chef de projet, il te claque 5 jours hommes de travail par semaine. Et il te dit que c'est ta responsabilité de faire de la veille, de te maintenir un jour, etc. Mais il te libère pas de temps, quoi. Je te parle pas je parle pas ici des 20% de temps pour faire des choses chez Google, mais il faut un minimum être cohérent. Si on est tout le temps en rush et qu'on est tout le temps surchargé en prod, on n'a pas le temps d'apprendre, on n'a pas le temps de devenir des meilleurs développeurs et la boîte elle y perd en qualité. Et de manière générale, si on est tout le temps dans le rush, le code qu'on produit, il est de qualité moindre et tout le monde perd quand le code est de qualité moindre. Que ce soit les clients, que ce soit les utilisateurs finaux, que ce soit les chefs de projet. Parce que les évols, elles coûtent plus cher de manière générale quand la qualité descend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et l'extrême de la gestion du temps, c'est le présentialisme, quoi, hein. Le présentéisme en français. Il y a un bonhomme qui a publié un article sur arola.fr, je pense. Si vous voulez, on le retrouvera après. Mais lui, typiquement, il explique, il dit, j'ai essayé pour vous le présentéisme. Donc, je suis allé au boulot de 9h à 21h. Et clairement, putain, c'était un vrai succès. Au bout d'un moment, j'ai eu une promotion. Mes directeurs, ils trouvaient tous que j'étais super bien. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? C'est un grand groupe qui fait de l'informatique depuis 20 ans. Ils ont forcément compris un truc. Si tout le monde fait ça et qu'on nous encourage à faire ça, c'est qu'il y a une idée derrière. Et en fait, au final, ce qu'il explique, c'est que le code est devenu tellement pourri au bout d'un certain temps parce que, au bout d'un moment, je veux dire, après 21h, t'es claqué, tu mets en prod à 23h, t'as mis en prod sans tester, c'est n'importe quoi. Il y a des directeurs de projet qui testent entre minuit et 5h du matin et c'est cool, mais ils voient pas les bugs. À la fin, la qualité du code est devenue tellement ridicule que quand le client veut une évol, on lui fait un devis à 1 million. Bah, il se barre. Et tout le monde était perdant sur cette affaire-là. Si dans votre entreprise, vous avez l'impression de faire du présentéisme, si vous avez l'impression qu'il y a une pression pour être au boulot à 9h et pas à 9h10, ou des choses comme ça, il y a probablement un problème à creuser. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Cool. L'environnement du développeur. L'open space, Mathieu. Qui bosse en open space? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que dès que 2 personnes travaillent un peu activement, vous êtes obligé de mettre un casque pour plus rien entendre et de travailler correctement? Parce que globalement, en fait, la vision de l'open space, c'était de faire en sorte qu'on puisse échanger, travailler plus facilement les uns avec les autres. Mais en vrai, la réalité, c'est que dès qu'il y a 2 personnes qui bossent, ils font chier tout le monde, quoi. C'est horrible. Ouais, par exemple, vous avez ce stagiaire qui vient d'arriver là-bas sur le plateau, il a rien à faire à part discuter avec les 2 autres stagiaires à côté, et il va pourrir l'ambiance sur tout le plateau. Non, c'est triste. On n'a plus besoin de ça, on a besoin de casser les codes de l'open space, d'avoir des endroits qui sont beaucoup plus privatisables et personnalisables. On a besoin de bureaux flexibles. On a besoin de se dire que voilà, aujourd'hui je vais être là dans ce coin-là et on va pas m'embêter. On a besoin d'indiquer aux gens qu'on est concentré en train de travailler. Chez Facebook, ils ont tous une node. Vous voyez, ces petites poupées qui font doum doum. Tu leur tapes sur la tête et le truc fait doum 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 pendant 2 heures. En fait, c'est leur indicateur comme quoi faut pas les faire chier. Et c'est super important quand tu es développeur de pouvoir donner un indicateur, dire aux gens qui sont autour de toi, il faut pas m'interrompre maintenant, là je suis en train de réfléchir, etc. Essayez de trouver comment vous pouvez faire dans votre espace, et s'il y a un gars qui vient vous voir et qui vous dit, qui vient vous parler, qui vous interrompt juste pour dire au fait je t'ai envoyé un mail, faut que tu me répondes, tu dis regarde là il y avait la lampe rouge, et ça voulait dire qu'il fallait pas me déranger. Et globalement essayez de trouver des choses comme ça, je suis sûr qu'au quotidien vous pouvez le faire. Est-ce que c'est cool? Les espaces de détente. Il y a un baby-foot, c'est fait exprès. En vrai, ce qui est intéressant dans cet espace de détente, c'est les chaises derrière. Le baby-foot, on s'en fout complètement. Plutôt inutile. En plus, il fait chier les gens qui se détendent, en fait. C'est plutôt bien, les espaces de détente, mais pas les baby-foot. Est-ce que vous avez la liberté d'avoir le bureau qui vous convient? Je veux dire, si vous voulez travailler debout, en fait, c'est cool.
si on vous oblige à travailler tout le temps assis, etc., ça peut être relativement relou. Globalement, moi, je vous rappelle ce comic strip où le mec il passe des heures à choisir son Mac, il passe des heures à choisir son casque, etc. Puis à la fin il travaille sur une chaise et il se pète le dos. C'est vraiment important ce détail-là. Quand tu es indépendant, tu apprends assez rapidement à dépenser de l'argent dans ta chaise de bureau, etc. Parce que c'est ton capital santé et que c'est une bonne façon de faire des frais. Mais quand tu es salarié, il faudrait y penser aussi. Est-ce que c'est cool? Avoir du bon matériel pour travailler. Si vous faites le point, globalement, 30 jours par an. 30 jours par an de perdu, ça fait quand même 18 000 € sur un prestat. Lui offrir un second écran, c'est quand même déjà la base, quoi. Il faut pas faire des économies sur le bon matériel. Le software, c'est la même guerre. Je veux dire, par exemple, si vous avez besoin de faire une demande de frais pour avoir la licence AppCode à 90 € parce que vous faites de l'Objective-C et que l'Objective-C dans Xcode, c'est horrible, il y a vraiment un problème en fait. Je veux dire, si vous perdez déjà 5 jours pour demander un logiciel dont la licence est à 90 balles l'année, 5 jours, il faut que vous représentiez ça comme 2500 € en fait. Il y a vraiment un souci. Est-ce que vous pouvez avoir les meilleurs outils? C'est-à-dire si simplement, voilà, on en revient à ce sujet-là, quel logiciel choisir? Enfin, si vous voulez utiliser IntelliJ, que IntelliJ est en licence payante parce que vous faites du Spring, vous avez besoin de la licence Ultimate. Si vous faites juste du JavaScript et que vous avez besoin d'Atom, vous devriez avoir le choix sur vos outils de travail. Et de manière générale, on revient. Je ne sais pas si vous connaissez ce test de Joël, il est assez chouette. Et la huitième question, c'est est-ce que vous êtes dans des conditions de travail qui sont calmes? Et la neuvième question, c'est est-ce que vous avez les meilleurs outils que l'argent peut acheter? En vrai, globalement, quand tu es maçon et que tu fais une tranchée dans un mur, si tu le fais avec un marteau et un pilon, ça va te prendre 4 jours de le faire, d'accord? Mais si tu prends une bonne raigneuse, tu le fais en une demi-journée, tu fais tout l'appart au lieu d'utiliser une semaine. Pour les développeurs, en fait, acheter une licence software, même si ça coûte 4000 € l'année, c'est la même chose. Est-ce que ça vous paraît logique ce que je dis? Est-ce que vous pourrez argumenter comme ça en rentrant au bureau lundi? On fait ça. Je me rappelle plus quoi, un truc. Ah oui, c'est ça. Non, en vrai, en fait, au-delà des outils, il y a un problème de confiance. C'est-à-dire que vraiment, si vous êtes manager dans votre équipe, dans l'équipe, et qu'il y a un développeur qui vient vous voir et qui vous dit j'ai besoin de cet outil pour travailler mieux, c'est limite blessant de ne pas lui faire confiance. C'est nous les ingénieurs dans la boîte, putain. Donc c'est nous qui choisissons les bons outils pour faire le software. Est-ce que ça paraît logique encore? Cool. Le télétravail, c'est chouette, comme nous l'indique Nicolas. There is no place like home. Donc le télétravail c'est assez intéressant dans la vie d'une entreprise, c'est-à-dire que y a des entreprises qui ont été toujours remote first avec le premier employé qui était à San Francisco, le deuxième qui était à Hong Kong, le troisième qui était à Dubaï, comme vous voulez, et qui ne sont jamais posé la question du télétravail parce qu'ils étaient toujours en remote. Mais si vous êtes dans une entreprise, même un grand groupe avec 4000 employés au même endroit, avoir un jour de télétravail dans votre semaine, ça peut être hyper productif. Déjà, ça va vous permettre de passer à la poste, et deuxièmement, parce que quand vous êtes chez vous... en vrai, c'est utile. Et deuxièmement, ça va être hyper utile parce que c'est une journée où vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites. C'est cette journée où vous pouvez faire le inbox 0. C'est cette journée où il y avait cette feature délicate et vous n'avez pas envie qu'on dérange et vous l'avez fini dans l'après-midi. Dans l'ensemble, le télétravail, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Par contre, il faut bien le faire. Donc le télétravail, ça ne s'improvise pas. Il y a eu un moment où je suis devenu indep et j'avais pas de bureau. C'est un bordel monstre de trouver les conditions dans lesquelles on travaille bien chez soi. Donc par exemple, un des effets pervers, c'est de se lever le matin et de coder direct et de pas prendre sa douche. Et du coup, à 11 h, tu es en mode « Waouh, je suis encore en quel but ?» Ça, c'est pas bon. Il faut créer un rituel, il faut faire comme si on va au bureau. Le matin, tu te lèves à la même heure que pour aller au bureau. Tu vas prendre ta douche comme si tu allais au bureau, tu mets ton short. Et la seule différence avec le bureau, c'est qu'au lieu d'aller au bureau, tu vas dans ton bureau. Et là, tu travailles. Et bien séparer les espaces pro et privés, moi, ça m'affecte pas trop, j'ai pas de famille. Mais si vous avez une famille, même ne serait-ce qu'un chien, ça peut foutre le bordel. Le chien ne comprend pas que vous êtes en train de travailler et toutes les 10 minutes, il pense que vous avez peut-être encore envie de jouer. Donc, isolez-vous bien votre pro et votre perso. L'animal de compagnie, c'est un exemple assez illustratif quand même. Est-ce que c'est cool? Bon, par exemple, un des exemples, quand j'ai commencé à bosser de chez moi, j'avais Netflix et je venais de l'installer et du coup je bossais en regardant du Netflix et en fait au bout d'un moment je me suis interdit de regarder du Netflix en dehors des horaires de bureau, enfin pendant les horaires de bureau. Parce que en vrai si tu fais de la doc ou des choses qui sont pas trop où t'as pas besoin d'avoir le flow, parce que quand je dis t'as pas besoin d'avoir le flow, tout le monde comprend de quoi je parle.
Ok, le flow, c'est ce moment où en fait tu fais ton refactoring comme un dingue et t'as bougé mais 6000 lignes de code en 1 heure et tu sais pas pourquoi. C'est genre, c'est un moment où t'es arrivé à un niveau de concentration ultime et t'as fait ce qui aurait dû prendre 2 jours en 1 heure et après t'as l'impression d'émerger et tu regardes ton code et tu fais ça marche. Voilà, dans l'ensemble c'est ça, et si tu regardes Netflix en même temps, t'auras jamais le flow. Donc évitez les distractions. Est-ce que c'est cool? Alors, le point numéro 4, c'est le software craftsmanship. Il faut bien le voir en fait comme le prolongement de l'agile. L'agile c'était cool, l'agile c'était fun, mais c'est pas suffisant. On est, avant d'être des ingénieurs, etc., on est avant tout des artisans. Et le développement, faut vraiment le voir comme ça. Et le craftsmanship, moi je le vois avant tout dans la façon dont on transmet nos connaissances et notre savoir-faire. Je veux dire, il y a des gens qui arrivent dans votre bureau, ils ont peut-être pas de diplôme, etc., et puis vous leur montrez comment faire du React, ils sauront faire du React aussi bien que vous après. Et ça c'est vraiment important en fait, c'est vraiment la façon dont on transmet nos connaissances. Et c'est aussi de se dire qu'on est une communauté de professionnels et qu'on s'estime les uns les autres comme des artisans. Il y a aussi, je sais pas si vous avez déjà vu le talk de Tim Carey de Algolia. Il fait un talk où dans une div CSS, il fait tous les drapeaux du monde. Et c'est assez ouf, juste en CSS, sur une seule div. Et ça, en fait, si vous voulez, il explique que ça sert à rien ce qu'il a fait. D'accord? C'est absolument immonde du CSS en prod, c'est énorme en prod. Le CSS, il fait 4 kilos de mémoire par drapeau, peut-être, j'en sais rien, c'est énorme. Et s'il a fait ça, c'est parce qu'il voulait une œuvre d'art. Est-ce que vous vous rappelez de tous ces projets que vous avez faits qui servent à rien, mais juste parce que vous étiez fiers à la fin d'avoir posé une techno complexe à côté d'une autre? Ça, c'est clairement typique des artisans en fait. Un artisan, il va faire l'éléphant de Nantes, il sert à rien, mais il est beau et on est fier de l'avoir là, tu vois. C'est vraiment ça en fait. On fait ça aussi, mais nous, c'est des trucs chelous, on les voit pas, ils sont immatériels. Il n'y a que nous qui sommes à la fin, tu vois, on montre, il y a une image qui tourne, on a fait, c'est trop cool, et le mec il dit, mais globalement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Et je pense que c'est un élément des jobs de rêve. Quand on arrive dans une boîte et qu'on voit que le craftsmanship il passe bien, c'est assez important. Est-ce que dans votre boîte, il y a ces éléments-là où les gens, ils ont là, tu leur dis, ouais, est-ce que tu peux m'expliquer Redux 5 minutes parce que j'ai essayé de faire ça, ça marche pas bien, et le mec vient et s'assoit à côté de toi et t'explique, il te remonte des choses, etc. Est-ce que si vous avez cette dynamique-là dans l'équipe, même les gens, ils peuvent même être d'une autre boîte, mais être sur le plateau d'à côté ou quoi, c'est pas grave. Si vous avez cette dynamique-là où les gens, ils trouvent ça normal de se mentorer, de se transformer, de transférer des connaissances, c'est assez cool. Waouh, je vais pas assez vite, on va accélérer. Entraîner les gens, c'est chouette. Maître Yoda est d'accord. Investir dès le recrutement, c'est chouette. Globalement, le recrutement, c'est la deuxième source d'erreur des startups. C'est assez chouette, moi je trouve, personnellement. Mais globalement, en fait, même en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte rapidement qu'embaucher, c'est relativement la chose la plus compliquée de ta compétence d'entrepreneur. Le recrutement adapté aux devs, c'est relativement important. Les euros, on en parle, c'est important, mais c'est pas le plus important. On veut parler de code. Et on veut parler des soft skills. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens qui veulent travailler dans votre entreprise, au-delà du fait que les mecs soient des fous de React et qu'ils n'aiment pas Angular et que ça vous fait un point commun, il faut voir si les gens ils ont le savoir-être et le savoir-vivre qui va faire que vous allez pouvoir travailler avec eux. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est les soft skills du coup? Globalement, un mec il peut être un tueur sur une techno, si c'est pas communiqué, quand il y a un problème, il va pas en parler et le problème il sera pas résolu. C'est ça l'idée. Du coup, c'est vachement important. Mais alors ça, c'est assez intéressant. Peu importe le recrutement, le fait d'intégrer des gens qui font l'opérationnel dans le recrutement, c'est toujours super riche. Et avec les développeurs, ça se confirme. Impliquer les développeurs de l'équipe dans le recrutement, c'est une bonne chose. Vérifier l'XP, c'est bien. Par contre, le truc, c'est que quand on implique trop les développeurs dans le recrutement, ça a tendance à impacter le delivery parce que les gens, vos développeurs passent du temps à prendre des bières avec d'autres développeurs au lieu de travailler. C'est clairement l'aspect négatif. Mais c'est positif à terme. Il faut éviter, mais absolument éviter les offres d'emploi qui ressemblent à ça, quoi. Là, on est sur un mouton à 5 pattes. Et il y a vraiment, par exemple, il y a une boîte de recrutement spécialisée sur les devs qui fait le mouton à 8 pattes. Et c'est le nom de la boîte, quoi. Ils sont comme ça, les gens. Alors que c'est clairement un symptôme, c'est le mal dans notre marché, quoi. 5 ans d'expérience sur Angular 4+, ça n'existe pas. Encore hier ou avant-hier sur les jeudis.com, il y avait un truc avec du HTML6 et du CSS4 et il fallait avoir de l'expérience.
Mais les mecs proposaient 45K pour faire du HTML6 et du CSS4, donc ça va quoi. Un grand groupe international avec l'esprit startup et la taille humaine. J'en peux plus de voir des grands groupes qui me disent mais je suis une startup. Ou alors mieux, genre il y a une entreprise qui vient me voir et qui me dit oui, nous on est une startup, je voulais voir si on allait avoir une réduction. Je dis bah expliquez-moi ce que vous faites. Ah bah on est une société de services à Paris, on a une super croissance, on est passé de 15 personnes à 45 personnes cette année, etc. Je dis, mais ça fait pas de vous une startup. Arrêtez avec l'esprit startup dans les grands groupes, etc. Ça n'existe pas. Déjà nous dans les startups, on n'a pas de culture d'entreprise, on sait pas ce qu'on fait. Je vois pas comment vous pouvez copier alors que nous on fait rien en fait, on fait n'importe quoi. C'est je vois pas. Surtout que ce genre de candidature, ça amène à des impostures. Vous allez vous retrouver avec des bonhommes qui veulent être absolument des femmes parce qu'on cherche des femmes, qui vont vous dire ouais, le SQL je gère, alors qu'en vrai on a juste aligné un where et un on à un moment. Puis de toute façon le SQL sert plus à rien en 2017. Qui fait du SQL encore? Ah, il y a quand même encore un bon 20-30%, désolé pour vous. En plus, je suis sûr que vous utilisez des ORM dessus, c'est complètement n'importe quoi. Les tableaux blancs pour les entretiens, c'est aussi interdit. Hein. Faut arrêter, ça sert à rien. Par contre, on peut faire utiliser des outils d'assessment, notamment la plateforme de Coding Game, ils ont un outil pour ça. L'assessment, c'est-à-dire faire des tests en ligne, en fait, c'est plutôt cool dans l'ensemble. A priori, vous n'en avez pas besoin tant que vous ne traitez pas genre, plus de 10 candidatures pour un poste. Mais si vous arrivez à avoir beaucoup de trafic qui rentre pour votre boîte et vous voulez mettre en place de l'assessment, c'est vraiment une bonne idée. On peut encore utiliser des tableaux blancs, mais plus pour communiquer, genre pour faire de la bonne architecture MVC, etc. Faire des diagrammes pour échanger, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le candidat qui écrive dessus. Voilà, il y a des gens qui ont vu le petit dessin, c'est cool. Moi aussi, la première fois que je l'ai vu, j'ai halluciné. Ça peut être chouette que les candidats viennent juste une journée ou une demi-journée dans votre boîte pour travailler, discuter avec les gens, etc. On peut coder en pair programming tous ensemble et joyeusement, ou même simplement faire de la code review, quoi. Donc il y a une pull request qui est en cours, le candidat, vous lui demandez de regarder la pull request et de vous dire ce qu'il étonne dedans. Et vous allez apprendre énormément sur ce qu'il fait. C'est un process qui est très open source, mais qui est assez chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool. Le pair programming, c'est chouette. Et la bière, c'est cool. Alors, en fait, si vous voulez, dans les processus de recrutement, on a tendance à isoler les candidats des devs avec qui ils vont bosser parce que des fois, il y a les recruteurs ils se disent non, mais attends, après les gens dans ma boîte, ils vont s'attacher aux gens qui ne sont pas encore, etc. Et en fait, quand ils vont pas venir, ils vont être tristes. Mais en fait, nous, les devs, on se connaît tous, hein, on est une petite communauté, etc. Et si on se retrouve pas à aller boire une bière avec le candidat à la fin de la journée, on prendra une bière avec lui plus loin ou à un dev fest ou des choses comme ça. Et on finira toujours par prendre une bière en fait. Donc autant prendre des bières dans le processus de recrutement, moi je trouve. La mission purpose, honnêtement, pour moi, ça a été une grosse baffe. Un jour, j'ai rencontré Vincent, et j'ai demandé à Vincent, comment il était devenu heureux, etc. Et au début, je l'ai interviewé parce que lui, c'est un nomade digital, c'est un mec qui voyage et qui bosse partout, etc. Donc, il a cassé pas mal d'idées reçues sur le nomadisme digital. Mais genre, au détour de l'interview, il y a un moment, il me dit ça. Il me dit, en fait, ouais, le déclic, je l'ai eu parce que j'étais un peu déprimé. Je me noyais vraiment dans la technique, etc. Pour trouver du plaisir dans la technique, mais en vrai, c'est parce que mon job, il avait aucun sens, quoi. Et ça, moi, je me suis pris une baffe. Qui a l'impression, qui s'est déjà dit, ouais, je fais du Spring MVC5, c'est trop bien, ma techno, elle est ouf. Et qui s'est dit, je vais aller sur ce job-là parce que la techno, elle est chouette? Ok, vous me laissez tout seul quand même. Merci pour le barbu au fond, cool. Mais dans l'ensemble, en fait, genre... c'est le symptôme à repérer, c'est le fait de se passionner pour l'aspect technologique, genre le fait d'avoir branché un Elasticsearch avec un service SOAP, c'est marrant, c'est fun. Mais en vrai, à la fin de la journée, elle sert à quoi la feature? Est-ce que vous voyez des utilisateurs qui l'utilisent? Même si vous êtes dans un grand groupe, une banque ou quoi, avoir du contact avec les utilisateurs, avec les courtiers, avec les gens qui utilisent votre logiciel, c'est juste vital. Notre job, il a aucun sens si on ne voit pas d'utilisateurs utiliser notre software. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Cool. Il y a une nana qui est venue, une gentille demoiselle qui est venue sur la plateforme et elle a posé ça comme job de rêve. Et moi j'ai kiffé cette partie-là. Il faudrait vraiment que je me sente utile pour que soit pour l'humanité, les animaux ou la planète. Et en fait c'est vraiment ça qu'elle a. Enfin elle a trouvé des mots hyper bénins pour décrire le truc. C'est elle son kiff, c'est le fait que son job il a un impact. Et du coup après on lui demande ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle fait ah, je suis à Berlin, je travaille dans une startup qui fait des logiciels Android pour les dyslexiques. Je fais mais tu l'as déjà ton job de rêve, bouge pas. C'est vraiment ça. Est-ce que vous comprenez cette dimension-là ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, genre la mission et le sens de votre job, il est plus important que le salaire et toute autre chose à côté?
Ouais, il y a peut-être 20 ou 30 personnes, des gens qui sont chauds. C'est bien. Après, je vous donne vraiment mon feedback. Moi, c'est mon ressenti sur la question. Pour moi, la mission dans le job, elle est hyper importante. Et vous pouvez me dire, voilà. Voilà, le 7e point, très fameux. Il fait un effet what the fuck à chaque fois. Je vous laisse le digérer, proprement. Ok, donc sinon, on peut l'appeler, c'est le point bullshit. Donc, faire plaisir aux développeurs, c'est leur filer de la pizza, du café, avoir des nerfs, un baby-foot et des posters. Et ça, en fait, ça achète pas une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est pas fait avec des posters et des baby-foot. Faut arrêter tout le bullshit autour de ces choses-là. Les nerfs sur un plateau, c'est chiant. Qui en a marre des nerfs sur le plateau? Il y a un mec qui trouve ça cool au fond. Non, mais globalement, en vrai, il y a un vrai souci. Par exemple, il y a un bonhomme avec qui je discute, il me dit, il a quitté une boîte pour gagner 15K de plus, pour aller dans une autre boîte, etc. Il me dit, ouais, l'ambiance, elle avait l'air cool. Je le recroise un an après, il me dit, ouais, les mecs, ils mettent de la musique sur l'open space. Au début, c'est sympa, mais Didier Super tous les jours, c'est relou, quoi. Et en vrai, il y a des vrais soucis. En fait, on se rend pas compte. Il y a des choses comme ça. Et j'ai envie de mettre à cet endroit-là un petit coup de gueule là-dessus. C'est est-ce que votre culture d'entreprise, elle est inclusive? Est-ce que vous avez l'impression que si demain, vous êtes une équipe de 3 mecs et demain, il y a une femme qui est embauchée dans votre équipe, est-ce que vous avez l'impression qu'on va la sentir inclus dans le groupe ou exclue parce que vous faites des vannes bizarres? C'est une vraie question en fait. Tous les jours, on peut faire des choses pour améliorer l'inclusivité, que ce soit envers les femmes ou envers les personnes de couleur, etc. Ou simplement des gens qui ont une sexualité différente. C'est vraiment une question qu'on se pose tous les jours. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir de la diversité dans votre équipe? Est-ce que vous êtes vraiment si enfermé que ça? Et tous les jours, on peut faire quelque chose. C'est pas au job des RH de créer la culture d'entreprise du lieu où on travaille. C'est à nous, en fait, tous les jours de se poser une question et de se dire qu'est-ce qu'on fait pour rendre notre culture d'entreprise meilleure et construire ça, quoi. Est-ce que vous êtes cool là-dessus? Chouette. Alors, ça c'est chouette. L'ouverture. Alors, ça c'est assez fun. Comment dire? J'ai rencontré une fois une développeuse qui me dit ouais, mais après cette formation en bootcamp, j'ai fait pendant un an du freelance et j'ai fait du Rails tous les jours pendant 12 heures par jour, etc. Et quand je la présentais à des recruteurs, à des clients, ils avaient quand même l'impression que ça allait pas. Parce qu'en fait, pendant un an, elle a bossé 12 heures par jour, mais toute seule. Et en fait, pendant 12 heures par jour, elle travaille et elle répète les mêmes automatismes. Ça marche avec un freelance tout seul, ça vous paraît évident. Mais quand vous êtes une boîte de 10 personnes et que vous bossez avec les mêmes process depuis 10 ans, et que vous avez des sysadmins qui mettent en prod à la main en une journée et que ça vous paraît normal parce que vous faites comme ça depuis 10 ans, en fait, on a tous un effet tunnel. Vous voyez l'idée? Même un grand groupe, si vous ne faites pas en sorte que les gens ils interagissent entre eux et qu'il y ait des éléments externes qui rentrent dans les équipes, à un moment, en fait, on a un effet tunnel et on s'enferme sur nous-mêmes, on répète tout le temps les mêmes automatismes qui sont faux. Et c'est pour ça, là je vous en parle à vous, mais vous êtes tous venus à une conférence pour parler de développeurs, donc vous n'avez pas ce symptôme-là. Mais dans l'ensemble, essayez d'imaginer tous les gens qui ne font pas ça et qui ont ce souci. Donc le premier remède à ça, c'est les communautés internes, c'est assez cool. Globalement, trouver un moyen de faire en sorte que le développeur back-end, il trouve des copains développeurs back-end dans votre entreprise et discute avec eux, et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est cool? Alors, les communautés, vous pouvez les faire un peu autour des technos et des choses, etc. Ça peut être fun. N'hésitez pas à outiller la question, c'est relativement important. Il faut surtout libérer du temps, et vous pouvez utiliser Confluence si vous êtes bizarre. Et globalement, en fait, s'ouvrir, c'est pas une option. Qu'on soit 2 ou qu'on soit 4000, c'est un problème. Et si vous êtes une startup et que vous n'avez qu'un développeur ou 2 développeurs dans votre équipe, en fait, trouvez un moyen de faire des ponts avec d'autres boîtes à côté, que ce soit des journées où les gens vont travailler ensemble au coworking. Même si vous n'avez qu'un développeur dans la boîte, vous êtes tout seul dans la boîte, de temps en temps, aller bosser dans un coworking pour avoir d'autres développeurs avec qui échanger, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Est-ce que ça vous paraît logique ce que je dis? Du coup, moi j'aime bien l'idée de colocation startup. Genre par exemple, les startups de mes voisins, quand les développeurs ils ont des soucis, ils viennent poser des questions dans mon équipe, etc. Et on fait ça. Et j'ai envie de continuer à faire ça. C'est vraiment important parce que sinon on va s'enfermer sur un effet tunnel et puis on se rendra compte qu'on a mis en prod des choses, c'était une mauvaise idée, mais on l'a pas vu parce qu'on était enfermé dessus. Ça vous paraît cool? Le 9e point, c'est le fait de contribuer à l'open source. C'est un truc qui fait encore piquer plein de boîtes sur le sujet, mais en vrai, quand tu utilises un outil open source et que tu trouves un bug, faire juste un bug report ou balancer une question sur Stack Overflow, c'est le minimum des choses à faire. Si vous avez le temps de faire une petite pull request pour fixer, ça peut être chouette. Vous impliquer dans plein de choses comme ça permet à vos développeurs, ça permet aux développeurs, donc à nous, de sortir comment dire, de sortir et de voir d'autres choses, de voir d'autres codes, etc. Et ça peut être vraiment chouette. Est-ce que c'est cool? Cool.
Participer aux événements, donc comme aujourd'hui, mais on peut aussi faire des événements chez nous. Donc par exemple, il y a les BBL, je vous invite à aller voir le site Brown Bag Lunch. C'est assez chouette. Donc par exemple, il y a une conférence que j'ai donnée à Paris, je l'ai complètement foirée, je devais la redonner à Lyon la semaine d'après. Du coup, j'ai demandé à Cyril, le premier auteur, est-ce que je peux venir chez toi avec ça pour la donner? Il faut vraiment que je retravaille le sujet. Et j'ai pu aller dans son entreprise et redonner la conférence sur React Native. Ils m'ont en plus offert le lunch. Et j'ai partagé pendant 1 heure sur React Native. J'ai pu bien m'exercer sur le skill oral, etc. Ça s'est bien passé, ça m'a beaucoup rassuré. Moi, en tant que speaker, j'ai trouvé ça chouette. Et les gens qui étaient dans la boîte, pendant un moment, les équipes étaient cassées. On a mangé tous ensemble et on a parlé d'une techno qu'ils n'utilisaient pas. Est-ce que ça vous paraît cool dans le concept? Sur le site de brownbaglunch.fr, vous allez trouver des speakers comme ça qui sont partout en France, qui ont des sujets très divers. Et je suis sûr que vous pouvez en inviter à venir chez vous. Ça vous fera de la veille technique, etc. Et le bagger, il est content de rencontrer les gens et de manger à l'œil. Il y a vraiment écrit ça sur la slide, j'avais pas fait gaffe. Les meet-ups, c'est chouette. Dans une boîte, ça peut être mal vu qu'un mec se barre à 18h pour aller à un meet-up alors que tout le monde reste bosser jusqu'à 19h. Faites en sorte que ce soit pas le cas, quoi. Si quelqu'un doit partir à 17h30 parce qu'il veut aller à un meet-up, il doit être à l'aise avec ça. Il doit même pouvoir dire aux gens, je m'en vais, je vais à un meet-up. Ça devrait être vu comme un mec qui fait de l'overtime, en fait. Aller à un meet-up après le taf, c'est pas se barrer plus tôt, c'est rallonger sa journée de travail en rajoutant un meet-up derrière. D'accord? Donc communiquez en interne sur les meet-up, ayez pas de peur de dire aux autres, voilà, je vais à tel endroit, etc. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que c'est cool? Les hackathons, c'est chouette aussi, si vous pouvez en faire en interne. Donc globalement, dans les startups, moi ce que je préfère, globalement, c'est la mode à la Square. Square, tous les 3 mois, ils vont faire 1 à 2 jours, voire une semaine entière de hackathon, où les gens vont juste faire des choses ensemble. Du moment que c'est pour la boîte, c'est cool. Donc si pour la boîte, vous voulez faire un téléphone banane pour que le commercial prenne les prospects avec une banane, c'est cool. C'est ce jour de la journée, une minute, ok, je vais enchaîner. C'est le jour de la semaine où vous pouvez brancher des Raspberry Pi sur les écrans, faire des choses, c'est chouette et ça nous permet de faire des choses. Les conférences en interne, c'est chouette. Si vous êtes assez grand pour en faire, sponsoriser des confs, c'est bien. Tout ça, tout ça. Donc en bref, on a tous ces points. Il y a des petites actions que vous pouvez mettre en application dès demain. Avoir un bon environnement pour travailler, avoir un bon équipement pour travailler, commencer le combat tout de suite. Et à la fin de la journée, ce qui est important, c'est vraiment de considérer les développeurs en tant que tels. On n'est pas des ninjas, d'accord? On est des artisans, on construit des choses, c'est complexe, on est créatif, etc. Et lui proposer un plan de carrière qui correspond à ce qu'il attend, etc., c'est quand même relativement complexe quand on est dans une boîte, mais essayer de comprendre ce que les développeurs cherchent, c'est vraiment important et il faut déjà commencer par les considérer comme non productifs, mais comme des gens qui sont vraiment, qui construisent la boîte avec vous, quoi. Est-ce que ça vous paraît cohérent ce que je raconte? Super. Former et rendre visible, c'est vraiment le dernier point, c'est ça, c'est que il y a des boîtes encore où on dit aux gens qu'ils ne doivent pas parler de ce qu'ils font parce que c'est de l'interne, etc. Mais vraiment, c'est important de parler de ce qu'on fait dans nos boîtes, etc. Et vous avez des développeurs dans vos boîtes, faites-en des rockstars et c'est vraiment important. Est-ce que c'est cool? Merci, c'était chouette.